Bonjour vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui lundi pour une nouvelle interview avec un champion exceptionnel, avec Fred Bousquet qui va nous rejoindre dans un instant pour nous partager son histoire, qui il est, surtout comment il a fait pour en arriver là. Donc vraiment, je suis ravi. Et encore une fois les amis, merci à tout le monde, merci pour vos partages, à toutes les personnes qui prennent de leur temps pour nous partager leur histoire. Donc, en ce début de semaine, on va être avec un grand champion qui va nous rejoindre dans un instant. Donc, on est en train de se connecter aujourd'hui. Je suis à l'intérieur. J'espère que la connexion est OK. Donc, normalement, ça devrait être bon. Donc, je vais envoyer la petite invitation à Fred. Alors, Fred, si tu rejoins le live, juste en bas, il y a un petit bouton pour demander à rejoindre. Est-ce que c'est OK? Donc, normalement, on est connecté avec la Wi-Fi. Ici, ça devrait être bon. Alors Fred, si tu es sur le live, tu peux demander à rejoindre juste en bas avec un petit bouton, une invitation. Est-ce que la connexion se fait nickel? Est-ce qu'on me voit? Tchac. Alors je peux pas envoyer l'invitation. Alors Fred, ah ça y est, j'ai accès au... Fred, ah ça y est, je peux t'inviter à se mettre... Je vais t'envoyer l'invitation. Est-ce que c'est OK? Alors les amis, on est en train de se connecter. On va être en direct avec Fred Bousquet qui va nous rejoindre, partager son parcours. Je t'ai envoyé la petite invitation parce que de mon côté, ça ramait un peu. J'espère que tu m'entends. Alors juste, est-ce que tu as eu l'invitation? Alors les amis, on est en train de se connecter. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'aujourd'hui la Wi-Fi c'est nickel? Yes. Bonjour Fred. Alors, Salut Jonathan. salut Fred. Est-ce que tu m'entends, tu me vois? C'est un peu galère. Je t'entends et je te vois très bien également. Ouais. Super. Alors attends, je monte à fond. Tout d'abord, merci à toi d'avoir accepté cette interview, de nous partager ton histoire extraordinaire. Tu fais partie de ces légendes françaises qui ont marqué le sport. Donc, beaucoup de personnes te connaissent et surtout ce que tu as réalisé, c'est extraordinaire. Je pense qu'on te le dit tout le temps, mais je te le redis parce que c'est la réalité. C'est flatteur, merci. Donc, je vais te laisser bien sur la parole. Je vais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont dans ce live maintenant ou qui regarderont en replay. Juste avant de commencer, pour te dire le but de ces interviews, c'est vraiment de redonner notamment aux plus jeunes qui ont peut-être un rêve, un objectif, comme toi tu l'as eu. Donc c'est bien de voir les médailles, etc. Mais vraiment concrètement, comment les personnes elles ont fait, qu'est-ce qu'elles ont fait. Donc c'est l'idée de repartager tout ça. Ok, très bien. Ben Fred, je te laisse la parole, te présenter, nous dire aujourd'hui qui tu es, qu'est-ce que tu fais, parce que je sais que tu es investi aussi dans des associations. Donc je te laisse présenter tout ça. Ok, bah écoute, bonjour à tous. Pour retracer un petit peu mon parcours de manière un peu résumée, j'ai commencé la natation à l'âge de 14 ans. Auparavant, je faisais du foot. J'ai fait du foot entre l'âge de 6 ans et 12 ans. Et à ce moment-là, j'ai dû arrêter principalement pour des raisons médicales. J'avais une fragilité osseuse qui s'était développée suite à une croissance assez rapide et une alimentation assez faible. J'étais pas un gros mangeur quand j'étais gamin. Et donc, j'étais assez frêle sur les terrains. Et à chaque contact, on va pas parler des contacts rugby, puisque toi, tu le connais très, très bien. Mais au foot, il y a quand même un peu de contact. Et surtout, quand on est gosse, on sait pas trop bien amortir les chutes, etc. Donc, voilà, j'ai passé avec ma mère un peu plus d'un an et demi à visiter des urgences tous les samedis après-midi parce que il y avait une cheville, il y avait un coude, il y avait un poignet, des choses comme ça. Et au bout d'un moment, les médecins ont tout simplement dit à ma maman que je ne pouvais plus faire de sport entre guillemets violent ou de sport de contact jusqu'à la fin de ma croissance, jusqu'à mes 20 ans, et qu'il fallait qu'on se préoccupe principalement de la consolidation de mes os. Et comme tout garçon de mon âge, j'avais de l'énergie, j'avais beaucoup d'énergie. Donc ma mère a été en panique quand elle a entendu les médecins dire que je ne pouvais plus faire de sport. Et elle leur a dit non mais c'est pas possible, je peux pas le garder à la maison quand il n'est pas à l'école et qu'il reste assis sur le canapé parce qu'il va me retourner la baraque, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'il peut faire comme sport? Et c'est là que moi j'ai vraiment déchanté au moment où les médecins ont donné leur réponse et ont dit voilà, il a deux sports, soit la danse, soit la natation. Et donc d'un côté je voyais le tutu et de l'autre côté je voyais le petit moule, enfin le petit maillot, tu vois. Enfin,
Et il n'y avait aucun des deux qui me convenait, évidemment, puisque moi, mon sport de prédilection, mon sport passion quand j'étais gamin, c'était le foot. J'étais à fond de l'OM, j'étais à fond de Jean-Pierre Papin, de Chris Waddle, de tous ces héros de mon enfance. Pour te dire, j'avais mes ballons de foot. Ils restaient pas dans le garage, les ballons de foot. Ils étaient avec moi dans le lit. Je dormais avec mes ballons au pied. À me dire que, voilà, genre j'étais Olivier Tom et compagnie. Enfin, tu vois tous les dessins animés de l'époque, quoi. Bref, donc ma mère m'a poussé à aller dans la natation parce que elle avait, je pense, décelé que je n'avais aucune qualité en tant que danseur. Par contre, dans l'eau, en étant un enfant de la Méditerranée, puisque j'ai grandi à Perpignan, on est proche de Canet-en-Roussillon, de la mer Méditerranée, donc tout le temps dans l'eau, dans la piscine chez les amis. Elle s'est servie de l'appui de son amie à l'époque, qui était ma prof de sport au collège, qui m'a dit, bah, écoute Fred, tu peux venir avec moi les mercredis après-midi avec l'UNSS, le sport scolaire, Yes. et t'essayer à la natation, mais de manière voilà très légère. Et en fait, ben, ça s'est fait sur quelques semaines. L'élément aquatique m'a beaucoup plu. Le goût de nager est venu assez rapidement. Et en fait, ce qui a déclenché un petit peu tout ça, c'est comme tout enfant. Quand tu sens que tu es bon à quelque chose, tu aimes cette chose-là. Si tu es médiocre ou si tu perds, bah forcément, tu te désintéresses et tu passes à autre chose. Là, il s'est trouvé que les premières compètes interscolaires ont été accompagnées de mes premières victoires. Et donc, du coup, j'ai dit, ah, mais en fait, j'adore ce sport, je veux en faire en club. Et donc, voilà, l'année suivante, ma mère m'a inscrit au club de Canet 66 natation, donc la ville juste à côté de Perpignan. Et j'ai commencé à nager là-bas. Mais je me suis retrouvé, j'avais 13 ans. Et de par mon niveau de natation, parce que je démarrais à peine, je nageais n'importe comment. Les bras partaient dans tous les sens, je respirais la tête 2 ans. Enfin, c'est pour te dire, hein, j'avais juste le maillot. Je nageais sans bonnet, sans lunettes. Enfin, c'était un peu, j'étais Tarzan, quoi. Je me suis retrouvé dans un groupe avec des garçons et des filles qui avaient 9-10 ans. Donc, quand tu as 13 ans, que tu es déjà un petit peu grand et que tu te retrouves avec des bébés, entre guillemets, ton ego, il en prend un coup. Mais c'était le passage obligatoire. Les entraîneurs et les dirigeants du club avaient dit, Fred, tu n'as tout simplement pas le niveau pour être dans le groupe correspondant à ton âge, donc tu vas avoir une mise à niveau. Et ben, je vous prie de croire que cette mise à niveau, je l'ai fait rapidement parce que je voulais pas rester avec eux, je voulais passer avec les gens de mon âge, les jeunes de mon âge, pour vite me retrouver dans une ambiance un peu plus joyeuse, quoi. Voilà. Et puis c'est parti de là. Et en fait, ça c'est en 95 pour parler en année, parce que l'année suivante se déroulent les Jeux Olympiques d'Atlanta en 96. J'avais aucune notion du mouvement olympique avant de démarrer la natation. Bien évidemment, quand tu commences la natation, tu entends les plus grands parler des Jeux, les champions olympiques, etc. Donc, du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ça parce qu'auparavant, c'était la Champions League ou le championnat ou la D1, quoi. Il n'y avait pas autre chose. Et en fait, j'ai suivi les Jeux Olympiques d'Atlanta quand j'étais en vacances avec mon papa au fin fond de l'Espagne. J'ai suivi les Jeux Olympiques à la radio parce qu'on n'avait pas de télé là où on était. Et je suivais les exploits donc, des Américains, mais des Russes également à cette époque. Et c'est de là qu'est parti en fait mon désir de vouloir un jour vivre les Jeux Olympiques en tant que nageur. Et attends, 2 secondes, j'ai le chat qui vient en tant que spectateur et qui joue avec le téléphone forcément. Bref, pardon. Et donc voilà, de là est né mon rêve de participer aux Jeux Olympiques. Et j'ai eu l'immense chance de le réaliser 4 ans plus tard à Sydney en l'an 2000. Extraordinaire. Voilà. Ça, c'est le début du parcours. Après, il y a plein de choses qui sont passées par la suite, mais bon, après. Bien sûr, mais on me dit quelques petites questions par rapport à ça. C'est incroyable. Il y a tellement de choses intéressantes déjà dans ce parcours parce que quelque part, tu es jeune, tu as un rêve, bam, tu te retrouves, ce rêve, il est brisé. Et moi, j'ai vu plein de joueurs, plein d'amis qui étaient extraordinaires. On disait c'est le futur Chabal, etc. Et blessure, comme tu l'as dit, c'est terminé. Il y en a plein. Et quelque part, tu as su te réinventer. Et au début, c'était pas trop ton truc. Et finalement, pas trop mal. Tu commences à bien te débrouiller. On te remet dans une case
avec les plus jeunes. Finalement, tu te débrouilles et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que tu te dis, bon, mais avec ton papa, tu pars au fond d'Espagne, t'écoutes ça, et à ce moment-là, il se passe quelque chose. On parle, tu le sais, souvent de déclic, d'étincelle, etc. Ouais. Et est-ce que c'était quelque chose de mental ou vraiment, ou comme une revanche pour toi, ou c'est quelque chose que tu as ressenti? Ah Quelque non, chose que ça a vraiment. été un déclic. Non, ça n'a pas été une revanche. Tu vois, j'ai, je suis vite passé à autre chose. En quittant le foot, j'ai fait mon deuil assez rapidement. Et heureusement pour moi, j'ai eu la chance d'apprécier ce nouveau sport qui m'était présenté, qui m'était recommandé. Et du coup, ça m'a permis de faire le deuil du foot. Bien Hum, évidemment, je continuais de jouer au ballon avec mes copains. Mais en fait, j'ai découvert euh, une autre approche du sport et surtout de la performance et de la valorisation de soi-même. Pour te resituer, le foot que je faisais, c'était un football de quartier. J'étais dans un petit club de quartier. Alors non, alors attends, on va resituer. J'avais commencé au Perpignan Football Club, qui était un peu, voilà, l'école de formation. Et si tu étais bon, tu partais à Montpellier, voire même Marseille, enfin la commanderie. Tout ça, c'était des rêves utopiques. Mais voilà, tu pensais à ça. J'ai commencé au PFC, donc à Perpignan, avec mon meilleur ami d'enfance. Lui en attaquant, moi en milieu offensif, stopper notamment. Comme j'étais gaucher, on m'appelait souvent le Franck Sauzé du ballon parce que bah, ça, la frappe partait bien, quoi. Euh, et en fait, on a réussi à se faire virer du club parce qu'on a été un petit peu le côté branleur, quoi. On était un petit peu en dilettante, on venait, on jouait au ballon, quoi. Les exercices, la technique, la rigueur, on ne la hum. connaissait pas. Et ça, je vais te dire ça se découlait un petit peu dans tous les cadres de ma vie. Au niveau scolaire également, j'étais un élève qui était moyen, voire médiocre. Enfin, je faisais le strict minimum pour passer les classes, mais bon, il fallait pas m'en demander trop parce que j'allais pas en donner plus. Euh, et en fait, à travers le sport de la natation, je me suis, ça a été un coup en pleine gueule. Si je veux être performant, si je veux être bon, ça ne dépend que de moi. Dans Tout le à fait. foot ou dans tout sport collectif, tu as le collectif et tu dépends donc du collectif. Je veux dire, si ton gardien, c'est une passoire et que tes coéquipiers à droite et à gauche, ils pensent qu'à marquer, eh ben, on va prendre des buts. Si ton numéro 9 ou le numéro 10 savent pas jouer ensemble et ne se font pas les Hum, bonnes passes et ne marquent pas de but, bah, c'est pareil. Donc, en fait, dans le football, quand j'étais dans les petits clubs dans lesquels j'ai joué, les week-ends étaient souvent synonymes de on va s'amuser, mais on se prend des branlées. On se prenait des 4-0, des 7-0. Quand on marquait un but, c'était voilà, la planète saute. Mais, mais j'étais plus dans une dynamique où on était là pour s'amuser, pour rigoler, voilà, plutôt que de gagner et d'être performant. La natation m'a fait découvrir que le sport, c'est hum. pas uniquement un jeu, c'est également un développement personnel. Et en fait, à travers ce développement personnel, ils sont venus des rêves. Et les rêves que j'avais auparavant en tant que joueur de foot, petit joueur de foot, je ne savais pas vraiment qu'est-ce qu'il fallait faire pour les réaliser. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire pour être un Chris Waddle ou un Jean-Pierre Papin. Par contre, quand j'ai commencé à rêver de participer aux Jeux Olympiques, je savais qu'il fallait que je bosse et que ça ne dépendait que de moi et du travail que je donnais dans l'eau, en fait. Et c'est parti de là. Et en fait, j'ai pu compter que sur moi-même, bien évidemment avec l'accompagnement de mes entraîneurs, qui ont été des piliers fondamentaux tout au long de ma carrière, euh, et également mes coéquipiers par la suite. Mais au démarrage, quand tu es dans l'eau, quand tu nages, tu es C'est seul toi. avec toi-même. C'est toi. Tu n'as aucune interaction avec l'extérieur. La seule chose que tu vois, bah, c'est grossièrement, comme on le dit souvent, c'est des petits carreaux au fond de la piscine que tu comptes, mais c'est surtout tu es en duo avec toi-même sur ce que tu es en train de faire, comment tu places ta main, quel effort tu es en train de fournir, quelle fatigue tu sens s'accumuler dans ton corps et dans ta tête, comment tu vas faire pour outrepasser cette fatigue et aller au bout de l'entraînement. Enfin voilà, j'ai découvert ça très rapidement, quelque chose où j'ai pris du plaisir à le vivre parce que c'était un challenge physique mais intellectuel aussi. Et en fait, de là, eh bien, si tu veux, tout mon, tout mon moi, entre guillemets, s'est élevé. C'est-à-dire que les résultats sportifs se sont mis en route et les performances étaient de mieux en mieux. Mes résultats scolaires étaient beaucoup plus stables. Je ne suis pas devenu un surdoué, hein. Je ne suis pas devenu le premier de ma classe instantanément, loin de là.
Mais par contre, je suis remonté bien au-dessus de la moyenne. Je me suis stabilisé pour que, entre guillemets, les profs ne m'emmerdent pas et que je puisse continuer de faire le sport que j'aimais. Voilà. Et donc, du coup, rapidement, le brevet il est arrivé, le bac, je l'ai eu. Et moi-même qui me prédisposais pas du tout à faire des études, et j'avais dit à ma mère, je lui ai dit, écoute maman, je vais passer mon bac parce que je sais que tu veux que je passe mon bac, mais derrière, laisse-moi tranquille. Elle m'a laissé tranquille, mais par la force des choses, j'ai été recruté par une université américaine qui m'a proposé une bourse scolaire intégrale, qui m'a proposé et qui m'a donné la possibilité d'accéder à un autre niveau d'entraînement en natation. Et je suis parti là-bas. J'ai fait un bachelor en management et par la suite, j'ai fait un master en management des organisations sportives. Donc, d'un cursus, c'est pas pour dénigrer le foot qui m'aurait sans doute été une école de la vie incroyable, mais d'un cursus où je partais vraiment un peu vers la ligne branleur, on va dire, pour être cru, ça a bifurqué et je suis parti sur, pas non plus l'enfant modèle, loin de là, mais ça m'a donné un cadre, ça m'a donné des objectifs, ça m'a donné des valeurs et ça m'a donné une détermination que je n'avais pas encore développée dans ma première toute petite carrière de joueur de foot, quoi. Alors, ce que tu partages, c'est énorme, Fred. Et bravo à toi pour ce parcours extraordinaire. Et ça montre encore une fois comment tout est possible et quand on décide. Parce que ça vient parce que ça part d'une décision à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est souvent de quoi alimenter cette décision. Comme tu disais, donc le sport collectif, c'est super, hein, ça amène plein de choses, mais on est toujours un peu au détriment des autres. Un peu de l'entraîneur, un peu des collègues, comme tu le dis. Ouais, voilà. Ouais. Et voilà. Et toi, à un moment donné, quelque part, la natation t'a permis très tôt de prendre tes propres responsabilités. Ouais. Ou quelque part, tu t'es dit, si moi je veux faire quelque chose, si j'ai un rêve, ça va dépendre de moi. Donc ça, déjà, c'est fort. Ça montre le pouvoir, à quel point nous-mêmes, on est créateurs. Nous-mêmes, on peut créer. Alors peut-être que tout le monde ne sera pas des champions du monde, mais tu vas pouvoir, comme tu l'as dit, avancer vers ça. Créer une éthique de travail, te développer personnellement. Ouais. Et la question que je te posais, justement, c'est toutes ces années, qu'est-ce qui t'a fait tenir à toi? Parce que tu nous as dit, donc tu avais ce premier rêve, cet objectif de faire les JO. Donc 4 ans après, tu les fais, c'est ça? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 4 ans? Pour resituer la chose, je suis rentré en équipe de France en 1999. Ça fait bizarre, j'ai l'impression d'être un dinosaure quand je dis ça. Et j'ai arrêté ma carrière et donc l'équipe de France en 2017. Donc j'ai passé 18 ans, 17 ans, 18 ans en équipe de France. Qu'est-ce qui m'a permis de tenir si longtemps? Qu'est-ce qui m'a permis de participer à 4 Jeux Olympiques entre 2000 et 2016? Alors, si on fait le compte, en plus, il y a 5 Jeux Olympiques qui se sont passés entre 2000 et 2016. Mais moi, il y en a un que j'ai loupé. 2012, je ne me suis pas qualifié. Et donc, du coup, j'ai fait 2000, 2004, 2008 les Jeux Olympiques. 2008, en plus, je fais médaille olympique, je fais vice-champion olympique avec le relais 400 mètres nage libre. 2012, je loupe la sélection olympique. 2013, je me fais opérer de l'épaule. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi, Bousquet? Parce qu'à un moment, tu viens de louper, en gros, ton moment, parce que 2012, c'était un petit peu l'apogée de ma carrière, c'était là où j'étais le plus performant, mais tu t'es loupé, donc tu t'es viandé, il va falloir que tu fasses quelque chose par rapport à ça. Soit continuer et essayer d'aller reconquérir une sélection olympique en 2016, mais ça veut dire 8 ans après avoir vécu les Jeux. 2016, tu auras 35 ans. Tu as les épaules qui sont éreintées parce que tu as fait 20 ans de natation, tu as fait 20 ans à tourner les bras. Donc, j'avais des tendinites et j'avais d'ailleurs un tendon qui s'était arraché, qu'il a fallu raccrocher, etc. Donc, convalescence pendant 8-9 mois. Mais en fait, ce qui m'a fait tenir et ce qui m'a fait aller au bout jusqu'en 2016, c'est des rêves. C'est des rêves. J'ai commencé à rêver quand j'avais 16-17 ans de Jeux Olympiques. Et de tout au long de ma carrière, j'ai continué de rêver. Mais ça a été des rêves qui se sont derrière transformés en objectifs. Parce que, comme tu le disais, c'est pas le tout d'être champion. À l'arrivée, on s'en fout un peu d'être champion, d'avoir une médaille, d'avoir une coupe, d'avoir un titre. C'est ce qui nous permet de nous épanouir et de nous révéler en tant qu'être humain, en tant que personne. C'est les objectifs que l'on se fixe. Les objectifs, comment tu le définis au départ? Eh bien,
plupart du temps, ce sont des rêves. Tu rêves d'avoir une belle famille, de rencontrer une belle personne. Eh ben, tu te donnes les moyens de rencontrer cette personne. Tu te donnes les moyens de créer cette famille. Tu te donnes les moyens de protéger cette famille. De la même manière dans le sport, tu rêves de faire telle ou telle compétition. Tu vas te donner les moyens. Tu vas te donner la détermination, la rigueur, comme je disais tout à l'heure. Et c'est dans tous les secteurs de la vie. Tu veux une belle maison, eh ben, tu vas te donner les moyens de l'avoir, cette belle maison. Ça veut dire quoi? Tu vas bosser d'arrache-pied, tu vas faire peut-être 2 ou 3 boulots, tu vas choisir des métiers à risque qui vont peut-être te rapporter plus, mais te bouffer de l'intérieur, mais au moins tu auras eu ta maison. Enfin, tout ça, ce sont des objectifs qu'on se fixe. Ce sont au départ, pour moi, c'était des rêves. C'était le rêve d'être champion du monde. C'était le rêve d'être le recordman du monde, d'être l'homme le plus rapide sur Terre. Et ça, ben voilà, c'est des rêves que j'ai réalisés à plusieurs reprises et qui m'ont permis d'avancer. Et une fois que ces rêves étaient réalisés, et ben, comme je suis un grand rêveur, ben, je rêvais d'autres choses. Voilà. C'était mon dernier rêve, quand en 2012, je loupe la sélection olympique et dans la foulée, je dois me faire opérer, etc. Je me prends à faire mon rêve sans doute le plus fou de toute ma carrière, et voire même de toute ma vie, c'est de me dire, bah, tu as déjà vécu 3 Jeux olympiques, tu as été champion du monde, tu as été plusieurs fois champion d'Europe, tu es sur la fin de ta carrière, tu sens que physiquement, tu commences à être moins bon, moins fort, moins endurant, moins explosif, mais tu as quand même envie d'y aller, et ben, tu vas te fixer le rêve d'aller à tes derniers Jeux olympiques à Rio en 2016. Et voilà, et en fait, peut-être que c'était le fait de savoir que c'était mon dernier objectif, mon dernier rêve, je l'ai vécu d'une manière complètement différente, d'une manière où je profitais vraiment de chaque instant. Chaque entraînement, pour moi, était un cadeau que la vie me faisait. Un cadeau que la vie me faisait de pouvoir aller m'entraîner, de faire ce que j'aimais le plus dans la vie, de nager, de passer du temps avec mes amis, mes collègues, mes coéquipiers, me challenger avec eux à l'époque. On parle de gars, en plus, j'ai vraiment eu la chance de vivre une époque avec une équipe de France de natation qui était incroyable, avec des gars qui sont exceptionnels et que je continue de côtoyer, que j'appelle mes amis aujourd'hui, mais que ce soit des Florent Manodou, des Camille Lacour, des Fabien Gillot, des mecs avec lesquels ben, on s'est confrontés tous les jours, on se rentrait dedans tous les jours, mais c'était pour le bien de l'autre, c'est pour aller vers l'excellence, le dépassement de soi. Et tout ça, j'ai vécu mes 4 dernières années de carrière comme un enfant qui débute, tu vois, à aller avec ce smile, tu vois, à aller avec ce sourire à l'entraînement, à repartir épuisé, éreinté, à ne pas pouvoir bouger mes épaules le soir parce que ben, elles étaient fracassées. Mais avoir ce bonheur en soi, cette boule de feu qui t'anime parce que tu sais que tu es en train de vivre eh bien, ce que tu aimes le plus au monde. Voilà. Non, c'est magnifique, frère, ce que tu partages. Et je souhaite à tout le monde de rencontrer ça dans sa vie, quel que soit le domaine. Cette étincelle sacrée, comme tu le dis, on le sait, on le sent. Je vais revenir sur 2 petites choses vraiment fortes. La première, c'est pourquoi c'est si important pour toi d'avoir des rêves, d'avoir eu des rêves et de les atteindre et de tout faire pour les atteindre. Pourquoi c'est pour toi quelque chose de très important? Alors, pour moi, c'est important d'avoir des rêves parce que c'est ce qui me définit moi. Hein. Je ne dis pas que c'est une vérité générale, hein. Mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Je me suis découvert comme ça, que si je ne rêve pas, je n'avance pas. D'accord? Si je ne rêve pas, je ne suis pas en capacité de définir ce dont j'ai envie ou ce que j'ai envie de faire, de réaliser. Si je ne rêve pas, je ne fixe pas d'objectif. Donc, si je ne me fixe pas d'objectif, ne me fixe pas et je ne me construis pas une route sur laquelle je veux aller. Tu le sais, tout comme moi, tu as été sportif de haut niveau. Quand tu te fixes un objectif, tu vas avoir forcément des étapes intermédiaires pour atteindre cet objectif. Que ce soit des objectifs intermédiaires, mais des étapes de construction, le travail, le sérieux, les choix. On m'a souvent parlé, oui, mais tu as dû faire des sacrifices dans ta carrière. Jamais. Jamais un seul sacrifice. Jamais. C'était des choix. C'était des choix conscients de ma part. C'était le choix que, eh bien, dans ma vie d'étudiant, entre le mercredi et le samedi, où tous mes collègues, mes co-étudiants, ils partaient au bar jusqu'à 2-3 heures du matin à se mettre minables, eh ben, j'y allais pas. Mais je manquais rien. Je manquais rien parce que je faisais ce qui me plaisait. Je faisais ce que je devais faire pour atteindre mes objectifs. C'est des choix. C'est pas des sacrifices. Donc, en fait, voilà l'importance pour moi des rêves, c'est
poser et définir mes objectifs. Pourquoi c'est important pour moi de les atteindre? J'ai envie de dire parce que je suis quelqu'un de têtu et que tant que j'ai pas réussi à faire ce que je veux faire, eh ben, je suis assez obtus. Je suis assez obtus et têtu, c'est-à-dire que tant que j'ai pas réussi à le faire, je vais m'y reprendre. C'est un petit peu ce qui a guidé toute ma carrière. Tu m'as magnifiquement bien présenté tout à l'heure, même de manière trop élogieuse, même je dirais, avec mes titres, etc. Mais j'ai vécu énormément de défaites et énormément de déconvenues dans mes performances et dans les compétitions majeures auxquelles j'ai participé. Mais je dirais que c'est presque ces déconvenues, ces défaites qui m'ont le plus permis de progresser en tant qu'athlète, mais surtout le plus permis de me développer en tant qu'homme, en tant qu'être humain, tout simplement. C'est ces déconvenues, c'est ces échecs qui m'ont permis de me renforcer, qui m'ont permis de faire un état des lieux, si tu veux, à ce moment-là, voir ce que je faisais bien ou ce que je ne faisais pas bien. En l'occurrence, il fallait vraiment cibler ce que je ne faisais pas bien, voir comment je pouvais m'améliorer, comment je pouvais être meilleur. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'accompagne toujours dans ma vie de tous les jours. Je suis loin des bassins, je ne fais plus partie de ce monde-là, même si bien évidemment mon cœur bat toujours pour la natation et que je continuerai d'observer de loin et d'échanger lorsque l'occasion se présente avec des plus jeunes. Mais aujourd'hui, je suis dans un tout autre secteur d'activité, je gravite dans différents milieux, mais c'est toujours ça qui m'anime, c'est me fixer des objectifs et être une meilleure personne au quotidien. Voilà. Magnifique, Fred. C'est très, très riche d'échanger avec toi. Et on voit vraiment que tu as cheminé avec, comme tu l'as dit, tant sur ta carrière sportive que personnelle. C'est ça, la magie aussi. Je pense que la magie, elle est là. On voit pas l'autre partie au début. On voit pas ce cadeau que ça va nous offrir parce qu'on est arrivé dans un objectif, dans une direction. Et finalement, la plus grande richesse, c'est qui on devient nous. Exactement. C'est cool, super, c'est extraordinaire, c'est des rencontres, c'est des émotions, c'est incroyable. Mais c'est nous qui on devient pour nous-mêmes et pour la suite. Et pour terminer avec ta carrière, vraiment, je veux réinsister sur un point trop important que tu as partagé, c'est les dernières années où, comme tu dis, tu as retrouvé ce cœur d'enfant, ce smile, où tu vas cœur ouvert. Est-ce que c'est parce que quelque part, parce qu'on va pas se mentir, quand on se construit, quand on se développe, notamment toi et tout le monde que tu es, et une certaine pression, pas se mentir. Et est-ce que c'est le fait de, quelque part, avoir lâché prise, se dire, je vais tout donner, mais c'est pour moi. Je vais kiffer. Je m'en fous du reste. Tu as dit le mot, tu as dit le mot. Ce qui m'a permis de vraiment pleinement apprécier mes dernières années en tant qu'athlète, c'est que j'ai réussi à lâcher prise. J'ai réussi à me détacher de cette pression énorme que tous les athlètes, et haut niveau ou pas haut niveau, se mettent, c'est-à-dire la reconnaissance des autres, ou bien je dois faire ça pour les autres. Je dois prouver aux autres ce que je peux faire. Là, si tu veux, je me suis retrouvé dans une situation après 2012 où tout le monde s'est dit, bah, Bousquet, c'est fini. En plus, cette année-là, moi, je ne me qualifie pas au jeu et Florent Manodou explose et devient champion olympique. Donc, on se dit, bah, c'est bon, on a le nouveau sprinter, il est là. Ce qui fait que moi, finalement, l'arrivée de Flo, elle m'a beaucoup plus servi que desservi, c'est-à-dire qu'il a pris toute l'attention. Et tous les gens se sont tournés vers lui. Et en fait, plutôt que de vivre ça comme un malheur, à me dire, ah, ben, plus personne ne s'intéresse à moi, plus personne ne pense que je peux réussir ou ne croit en moi, ça m'a permis de me dire, ah putain, je vais pouvoir me focaliser sur moi et que sur moi. Et je pouvais pouvoir me focaliser sur ce que je veux atteindre moi et ce que je veux me prouver à moi-même, pas prouver aux autres ou pas aller dans le sens des journalistes, tu sais, qui disent avant une compétition, ben, lui, sur le papier, parce qu'il a fait ça, 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 ça et ça, le sport, c'est une science logique, pas du tout, il doit être champion du monde. Ben, jamais de la vie. À partir du moment où tu écris Bousquet parce qu'il a fait ce temps-là, parce qu'il a fait ça, et il va être champion du monde, déjà, tu m'enlèves 50% de mes chances d'être champion du monde. Parce que tu ne te rends pas compte de la pression que tu es en train de me mettre sur les épaules. Voilà. C'est comme ça que j'ai vécu. Après, peut-être que ce n'est pas la même chose pour tout le monde, mais c'est comme ça que j'ai vécu. Donc, à partir du moment où toute la pression, c'est pas la pression, mais toute la tension a été tournée ailleurs, et que pour les autres, moi, j'étais enterré, bah, ça a été génial. Au contraire, je suis
né à nouveau. J'ai revécu mes plus belles années, c'est-à-dire quand tu es gosse et que tu es en train de monter, que personne t'attend et que tu t'exprimes librement. Voilà ce que j'ai fait. Et après, enfin, on va rajouter un autre facteur à cette équation parce qu'il n'y avait pas que ça. C'est que j'ai pris un détachement parce que je savais que ma carrière était derrière moi en tant que performeur. Je savais que je n'allais pas tenter un podium olympique. Je savais que je n'étais pas aller en train de chercher un nouveau record du monde. J'étais là pour une démarche vraiment de me prouver à moi que j'étais capable à nouveau de me resélectionner en équipe de France et de me resélectionner pour les Jeux Olympiques. Je n'allais pas plus loin. Entre guillemets, par rapport à la carrière que j'avais vécue, cet objectif, il était relativement bas, mais il était quand même assez costaud pour moi, pour me challenger au quotidien. Donc, j'étais aussi dans cette démarche-là de me dire, bon voilà, tu t'es fixé cet objectif, il est réalisable. Et j'ai décidé d'y croire au moment où je suis parti sur ce chemin, au moment où je me suis lancé dans ma préparation. J'ai dit, il n'y a pas d'autre possibilité que de l'atteindre. Voilà. Je ne vais pas me poser la question, est-ce que peut-être je vais y arriver? Est-ce que mes épaules vont tenir? Est-ce que mon corps va suivre? Est-ce que ma tête va s'accrocher? Non. En fait, je me suis dit, bah, tu vas te sélectionner. J'ai fait abstraction de tout le reste, abstraction de toutes les difficultés et surtout de toutes les barrières qu'on peut se poser et s'imposer souvent dans notre vie. À un moment, les barrières, si elles doivent arriver, elles sont faites pour être levées, elles ne sont pas faites pour être installées par nous-mêmes. Voilà. Nous, on se fixe un objectif et on doit s'élever au-dessus de cet objectif. Extraordinaire, extraordinaire. Parce que quand tu partages ton histoire, c'est et le parcours sportif, mais je reviens sur ça, mais c'est surtout le parcours humain en tant que nous, être humain, être de conscience. Et dans ce que tu dis, juste pour terminer avec ça, tu dis un truc très fort qui est entre les lignes, mais qui est extraordinaire, c'est que tu dis quelque part, je me suis prouvé à moi-même au niveau de la performance au plus haut je pouvais aller. Et voilà, prouver et reprouver sur tellement de choses que quelque part par rapport à ça, je n'ai plus rien à me prouver. La seule chose que j'ai envie maintenant, c'est de le faire pour moi. Je pense que c'est une chose importante dans une vie, notamment quand on est sportif, de se dire, là, j'ai pu tout donner là. Maintenant, ça, c'est OK. Je suis en paix avec ça. Je peux me concentrer là, à nouveau, sur vraiment ce qui m'anime maintenant pour avancer. Ouais. Mais c'est la seule chose que j'aurais aimé pouvoir commencer à faire un peu plus tôt dans ma carrière, c'est faire les choses pour moi, par rapport à moi et pour moi. Comme tu l'as dit, hein, quand on est sportif de haut niveau, on est souvent à le faire pour les autres, pour son entraîneur, pour ses coéquipiers, pour ses amis, pour sa famille, même parfois à certains niveaux, pour les médias, en fonction de ce qui a été dit, comme des revanches, ou aller à l'encontre de ce qu'ils disent, ou même pour les gens en général, ceux qui te soutiennent, ceux qui te supportent, tu as tendance à le faire pour les autres. Mais c'est là où tu te perds en fait. Le moment où tu te retrouves, c'est le moment où tu réalises les choses pour toi, uniquement pour toi, de manière un peu égoïste. Mais au départ, quand tu es gamin, quand tu es gosse, et que tu décides d'aimer le ballon ovale ou le ballon rond ou les piscines, tu les aimes pourquoi? Parce que ton prof de sport t'a dit de les aimer? Non, tu les aimes parce que c'est en toi, c'est toi qui aimes. Donc c'est toi qui fais. Et c'est pour toi que tu dois le faire. Message extraordinaire, Fred. Message extraordinaire. Juste aujourd'hui, c'est un point aussi que j'aime bien parler avec des gens comme toi qui ont cheminé dans le sport. L'après-carrière. Donc, toi, quelque part, tu as eu cette un peu, entre guillemets, comme tu dis, ce moment où tu as pu retravailler sur toi, te dire, ok, j'ai ce rêve, je vais tout donner. Quelque part, ça va peut-être être ma porte de sortie où je finis comme ça. Mais pour beaucoup de champions, quel que soit le niveau, en fait, c'est souvent difficile parce que, voilà, on est pris dans une certaine machine où il y a aussi notre ego qui est dedans. On est mis en avant, il y a des privilèges, il y a tout ça. Il faut pas se mentir, ça joue, ça joue. Même si à un moment donné on sait qu'on n'est pas ça, ça joue. Et ce que je vais te poser comme question, c'est pour toi, comment s'est passé justement cette après-carrière? Est-ce que tu as commencé à la construire les dernières années? Est-ce que tu t'étais préparé? Comment elle s'est passée? Parce que je sais que c'est souvent quelque chose qui n'est pas simple pour beaucoup de sportifs. Ouais, bien sûr. Cette après-carrière, en fait, j'ai pensé assez tôt. J'ai pensé assez tôt parce que très tôt, tu réalises que tu es dans une sphère, comme tu le disais. On est dans une bulle, dans un cocon
euh, bien confortable, bien moelleux, avec des privilèges, avec des gens qui font tout pour toi. Euh, tu, Tu dois réaliser la chance que tu as quand tu es athlète de haut niveau, de ne pas vivre la vraie vie, d'être dans le monde des bisounours un petit peu, d'être protégé, surprotégé. Euh, et, et, et donc, du coup, j'ai commencé à préparer tout cet après très, très tôt, notamment à travers mes études, qui m'ont permis, au moins avec le cadre académique, de me dire, bon, j'ai un bagage académique qui me permettra et qui me permet d'avoir des compétences pour pouvoir postuler à eh bien, tel ou tel emploi, telle ou telle mission, que ce soit dans le sport ou ailleurs. Les choses ont fait aussi que les opportunités se créent sur ton passage, sur ton chemin, tout au long de la carrière. Bien évidemment, c'est un peu comme du miel. Les gens sont attirés par ce que tu fais, tu brilles. Donc les gens viennent te voir et les gens viennent te voir et veulent se rapprocher de toi et veulent vivre des moments avec toi. Donc à travers ça, ils te proposent des opportunités et j'en ai eu plusieurs et je les ai saisies. Même si j'étais encore nageur, même si je m'entraînais encore 2 à 3 fois par jour, j'ai décidé de me lancer dans le monde professionnel avant même la fin de ma carrière. À partir de 2014, j'ai été élu et conseiller municipal à la ville de Marseille. Je ne dis pas que c'est ce qui m'a pris le plus de temps, évidemment, mais c'était quand même un job qui était assez prenant, notamment le soir, les week-ends, les moments où tu as besoin de ton repos, de ton moment de calme. Eh bien, il y avait un tel événement sportif sur lequel il fallait y aller. Il y avait un conseil municipal qu'il fallait préparer. Il y avait une réunion pour valider les différents porteurs de projets, des choses comme ça. Et en plus de ça, je me suis lancé un sacré défi, c'est que je me suis associé avec un ancien nageur qui s'appelle Stéphane Caron, qui était de 2 générations avant moi, puisqu'il a été médaillé olympique à Barcelone en 92. On s'est associés tous les deux avec d'autres personnes sur la création d'un événement aquatique à Singapour, qui a eu lieu. C'était pour l'inauguration d'un sport hub à Singapour. Et on a organisé une compétition là-bas. Ça m'a pris toute une année d'organisation, de travail, en plus de mes entraînements, en plus de mon job en tant que conseiller municipal, et en plus de mon rôle de papa, si on rajoute tout cela. Mais pour moi, c'était la meilleure manière de me préparer et d'opérer d'ores et déjà cette transition vers eh bien, ce qui allait être mon monde de demain, ma nouvelle vie. Voilà. Et avoir moins peur de l'inconnu parce que je commence déjà à y toucher. Voilà. Ça a été le plus important. Après, pour moi, la manière aussi dont j'ai arrêté ma carrière, c'est que j'aurais très bien pu m'arrêter au lendemain des Jeux Olympiques de Rio et dire, je termine sur le plus gros événement planétaire, je m'arrête, au revoir, je raccroche le maillot, c'est fini. J'ai vu beaucoup de nageurs à travers ma carrière et faire ce genre de choses, prendre cette décision de fin des Jeux Olympiques, j'arrête. Et là, je les ai vus beaucoup sombrer dans une détresse, comme tu le disais, de partir dans l'inconnu, de ne plus être reconnu, de ne plus être choyé et accompagné. Et ça fait une coupure. Enfin, on parle des Jeux Olympiques, c'est l'événement principal dans la carrière d'un athlète natation, pour ainsi dire. Et tu ne peux pas t'arrêter de manière nette juste après au lendemain de ces Jeux Olympiques. C'est un piège énorme. Pour moi, il fallait que je fasse encore une année de transition. Une année de transition où j'ai levé le pied au niveau des entraînements. Je m'entraînais quand même tous les jours, mais de manière beaucoup moins importante en termes de volume kilométrique. Par contre, plus de compétition majeure. J'avais pris la décision de ne pas participer au championnat du monde qu'il y avait l'année suivante, par exemple. J'avais pris la décision de participer à toutes les compétitions qui étaient proposées sur le territoire national et organisées par les clubs. Pourquoi ? Parce que ça me permettait d'aller dans ces compétitions avec un autre objectif que celui d'être performant, mais d'être dans la transmission. C'est-à-dire que ces compétitions, j'allais sans avoir mon niveau, d'accord, de performance en tant qu'athlète, mais par contre avec les connaissances et l'expérience que j'avais acquis en passant un peu plus de 15 ans en équipe de France. Et donc, je passais plus de temps avec les gamins de ces clubs, à faire des entraînements avec eux, à parler, à échanger, plutôt que de me préparer à faire une course et leur montrer « Waouh, vous avez vu comme je suis fort ». On s'en fout de ça. Ce que j'ai appris à travers ce sport, c'est le plus important et la transmission que je dois vous faire, c'est le plus important. Et c'est ce qui m'a permis de me détacher petit à petit de cette vie et de passer à la suivante. Magnifique. Transmettre. C'est vrai que transmettre, c'est souvent ce qui vient.
Après, c'est pas pour tout le monde, mais souvent, comme toi, quand on a mis son cœur, sa vie quelque part, s'arrêter du jour au lendemain, forcément, c'est brutal. Et c'est vrai que ton approche, comment les choses se sont déroulées pour toi, et c'est juste magnifique. J'ai rien d'autre à rajouter, Fred. Vraiment, c'est très très beau parce que tu as ce recul, cette expérience, j'ai envie de dire aussi cette densité physique, mais aussi mentale, aussi dans l'expérience de vie. Ouais. Ton message est important parce que comme tu dis, tu as vu de tout et tu vois de tout aussi autour de toi. Et pour terminer cette petite interview, ma dernière question, c'est avec tout ton recul maintenant, quand tu repenses au Fred d'il y a 13-14 ans, j'imagine que tu Ouais. rencontres plein de jeunes comme ça, et tu vois ce jeune que tu étais, mis de se construire, se développer comme tu l'as fait. Si tu avais deux, trois conseils pour l'aider, l'accompagner, qu'est-ce que tu aimerais partager? Euh, qu'est-ce que j'aimerais partager? C'est principalement le plus important et vraiment le facteur fondamental de la réalisation de soi, c'est croire en soi. Crois en toi. Crois en toi et en ta capacité à accomplir tes rêves les plus fous. Euh, N'écoute pas les autres. Écoute-toi, toi, la petite voix qui te parle du matin au soir, parce qu'on a tous cette petite voix qui nous parle. On se parle à soi toute la journée. Euh, Écoute-la, écoute-la et crois en toi et tes capacités. Pour moi, c'est le message principal. Croire en ses capacités, croire en ses valeurs, croire en sa force fait que nous avons la possibilité de nous exprimer à notre plein potentiel. Malheureusement, on a souvent un discours interne qui est assez tourné vers le négatif. On se met des barrières, on se met des murs, on se pose trop de questions, on se pense incapable et on se dit mais j'ai envie, mais enlève le mais. J'ai envie, donc je fais. Voilà. C'est le seul conseil que j'aurais à donner, c'est crois en toi et en ta personne. Hmm. Tu as tout dit, Fred. Et pour rebondir à ça, parce que c'est vrai que c'est des termes qu'aujourd'hui on entend et que c'est OK. Mais pour toi, le fait de croire en soi, justement, pour les gens qui commencent, quel que soit leur objectif par rapport à toi, est-ce que c'est quelque chose que, en plus, tu as créé, tu as développé à l'intérieur de toi? Comme tu disais, je nage, je vois les carreaux, mais je me construis de l'intérieur, en fait. À chaque centimètre, à chaque pas, c'est comme si cette caisse intérieure, je devenais plus Ouais, fort. Est-ce que c'est ce processus, finalement, qui t'a ça a fait été grandir? hyper aléatoire. Non, ça a été hyper aléatoire. Je dirais que aujourd'hui, je suis en capacité d'avoir le recul puisque j'ai arrêté de nager il y a quand même 7 ans, 6 ans. Euh, donc, j'ai une autre vision de la manière dont s'est déroulée ma carrière. Je dirais qu'au début de ma carrière, j'avais cette insouciance du jeune qui ne se pose pas de questions et qui fonce. Donc, euh, je veux, donc j'ai. Je veux, donc je fais. Tu vois? Après, une fois arrivé à un certain palier, à un certain niveau, bien évidemment, tu commences à intellectualiser tes performances. Tu n'es plus sur l'intrinsèque, tu n'es plus sur l'instinct, tu es dans l'intellectualisation. Tu veux t'accomplir également en tant que personne, en tant qu'humain, donc tu veux intellectualiser ce que tu as fait. C'est à ce moment-là que les barrières ont commencé à se mettre les unes sur les autres. Là, ça a été un long travail pour moi de les soulever, de les enlever. Parce que là, le constat que j'ai fait à ce moment-là dans ma carrière, c'est que tout ce que j'avais réalisé était un peu dû au hasard. Oh, j'ai fait ça parce que j'ai de la chance. J'ai longtemps attribué ça. J'ai eu de la chance, ça s'est bien passé, tout s'est bien mis en place. À aucun moment, je m'étais attribué les résultats que j'avais faits. À aucun moment, je suis devenu propriétaire de mes performances. Et ça a été un travail de longue haleine que j'ai effectué d'ailleurs avec l'aide d'une personne, avec un préparateur mental qui s'appelle Thomas Samut, qui m'a accompagné entre 2011 et 2017 sur tout ce travail et qui m'a permis de relever la tête, de me regarder dans le miroir et d'être fier de qui je voyais et fier de ce que j'avais accompli. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal
à prendre de la fierté des titres ou des records que j'avais établis. J'écartais toujours la question. Quand on me demandait, t'es content? Oui, mais j'aurais pu mieux faire. Souvent, c'était ça ma réponse. Puis au bout d'un moment, bah, je me suis libéré et je me suis assumé parce qu'à un moment, il faut savoir assumer. J'avais peur de tomber dans l'arrogance. Tu sais, quand les excès de confiance. Et moi, je préférais être dans l'humilité que dans l'arrogance. Mais au milieu, il y a la confiance. Et ben, au moment où j'ai commencé à prendre confiance en moi, ben, j'ai commencé déjà à me regarder dans le miroir, mais j'ai commencé à regarder les autres dans les yeux. Plus regarder mes pieds. Je regardais plus mes pieds. C'était fini. Voilà. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à m'élever. J'ai commencé à avancer. Et j'ai commencé à apprécier ce que je réalisais et à valoriser ce que j'avais réalisé. Bravo, bravo Fred, pour ce parcours humain. Tu es une personne extraordinaire. Moi, c'est un grand honneur de faire ta connaissance et d'échanger ensemble comme ça, à cœur ouvert. Et c'est le but, pas de barrière. Et c'est ça qui est juste incroyable pour ceux qui continuent leur chemin, comme tu dis. Il y a quelque chose, je continue à difficulté. Et finalement, des fois, les solutions ne sont pas là où on croit qu'elles sont. Comme tu disais, performer, s'entraîner plus, etc. Des fois, il faut aller ailleurs. Et comme tu dis, accepter, ok, pourquoi il y a toujours ça qui se passe? Et comme tu l'as très bien dit, avec ce travail que tu fais sur toi et que nous tous, à un moment donné, on fait aussi sur nous, d'accepter, accepter de s'aimer, accepter d'être fier de soi. Tout ça, en fait, c'est des choses naturelles. Et avec, comme tu le dis, tout un tas de schémas qu'on peut hériter parfois. On se gâche les choses. En tout cas, Fred, c'était un échange extraordinaire. Je vais pas trop te prendre de temps. J'ai vraiment été ravi. Je te pose une dernière question parce que je sais que tu es un rêveur. Aujourd'hui, je sais aussi que tu es dans des associations pour aider les plus jeunes, etc. Tu participes à pas mal de choses. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose de fou, du moins peut-être pas, mais un rêve qui te tient vraiment très à cœur, que tu aimerais réaliser ou quoi que ce soit, ou est-ce que c'est simplement d'être heureux? Ça... Moi, je pense que j'ai la chance de vivre mon rêve aujourd'hui tous les jours. C'est-à-dire que j'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime et ce que j'ai envie de faire. Je ne me sens pas enfermé dans une vie. J'ai choisi la vie que je mène aujourd'hui. J'ai choisi l'activité professionnelle que je mène aujourd'hui. Et mon rêve le plus fou, c'est tout simplement de continuer à vivre cette vie de la même manière, c'est-à-dire continuer d'accompagner les enfants comme je le fais depuis 9 ans maintenant avec l'association Graines de Joie, parce que c'est une association qui est extraordinaire, qui est tenue par des gens qui sont sans doute les plus belles personnes que j'ai eu la chance de rencontrer dans toute ma vie et qui œuvrent et qui donnent tellement pour ces gosses. Et de voir un peu voilà, le résultat de tous nos efforts sur la levée de fonds, l'organisation d'événements pour collecter, démarcher les gens pour qu'ils viennent parrainer ces gosses et pour pouvoir leur offrir un accès à une éducation, puisqu'on intervient, tu pourras le voir sur mon site, mais on intervient au Burkina, on intervient au Brésil, en Roumanie, et de savoir que, entre guillemets, quelque part, grâce à nous, parce que c'est pas grâce à moi, c'est grâce à nous tous, et ces gosses, ils ont l'accès à l'éducation, ils peuvent aller du CP à la terminale de manière gratuite, ils peuvent avoir un repas par jour, parce que c'est le seul repas qu'ils ont dans leur journée, parce qu'ils ont un tel seuil de pauvreté qu'ils n'ont pas la possibilité de manger autrement, de savoir que les enfants des crèches, des favelas de Rio, peuvent être en sécurité tout au long de la journée pendant que le papa et la maman vont travailler. Pour moi, voilà, c'est ça, mon rêve, il se réalise de cette manière. Et je veux le continuer le plus longtemps possible. Ah, bravo et magnifique, magnifique. Fred, et j'invite toutes les personnes qui sont sur ce live ou en replay, que ce soit là ou sur YouTube ou n'importe, qui voient cette interview, d'aller voir ce que fait cette association aussi extraordinaire. J'ai commencé pour ma part à jeter un œil et je vais regarder aussi tout ça de plus près, mais c'est la vie. La vie, c'est ça. C'est à un moment donné prendre conscience qu'on fait partie d'un grand tout. Exactement. Et qu'on se doit aussi de contribuer dans ce grand tout. Je pense que le bonheur et l'équilibre d'une vie, il est là aussi. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Merci Fred pour ce magnifique échange. J'ai été ravi. Merci à toutes les personnes. Plein de commentaires aussi pour toi. Vraiment top. Je te laisse le mot de la fin. J'aime bien dire, te demander cette question. S'il y a une phrase ou un seul message que tu aimerais laisser
peut-être on laisserait ton prénom avec cette phrase de toute ta vie. Qu'est-ce que tu aimerais laisser? Alors, je me rappelle plus exactement de la phrase parce que c'était un grand philosophe qui l'avait dit et c'est quelque chose qui a été accroché sur mon frigo très longtemps. Mais en gros, ça reprend les termes suivants, c'est-à-dire que euh, l'échec n'est pas de tomber, l'échec est de rester où on est tombé. Voilà. Tant qu'on continue de se relever, tant qu'on continue d'essayer, on ne subit et on ne vit pas véritablement un échec. On continue de progresser. On est dans l'apprentissage permanent. Magnifique. Voilà. Merci, Fred. Avec Du plaisir. fond du cœur, c'était magnifique. Belle journée à toi. Belle journée à tout le monde. Merci. À bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Merci. Bye.